Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord de ce balado des Coops de l'information, produit en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec. On va voyager ensemble pour voir du pays. Je m'appelle Simon Jaudoin, je me pose une question bien simple. Comment ça va chez vous? Comment ça va chez vous? C'est la question que je me pose dans cette série de balados. Mais dans cet épisode, elle prend un drôle de sens, parce qu'on va se pencher sur la problématique de l'itinérance. Donc vous voyez, on va parler de gens qui ne vont pas très bien et qui n'ont pas de chez soi. On va essayer de briser certaines idées reçues, parce que bien souvent, lorsqu'on parle des itinérants, on imagine le clochard qui erre dans les grandes villes. C'est la première image qui nous vient en tête lorsqu'on dit le mot itinérant. Or, l'itinérance, c'est un phénomène complexe qui englobe une multitude de réalités et de vécus. J'aurais même envie de vous dire qu'il y a des itinérances selon les lieux, les personnes, les parcours de vie et les époques. On emballe tout ça avec la même étiquette, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Au cours des dernières années, on a entendu parler un peu plus d'itinérance parce que partout au Québec, autant dans des petites villes, des villages que dans les grands centres urbains, plusieurs intervenants, que ce soit des élus municipaux ou des gens qui œuvrent dans les organismes communautaires, ont commencé à prendre la parole pour nous inviter à prendre conscience de cette réalité aux mille visages. Alors pour avancer dans ces sentiers où il est facile de se perdre, je vous invite à me suivre dans un premier temps à Val-d'Or, en Abitibi. On va aller à la rencontre de Stéphane Grenier. Il va un peu nous servir de guide dans notre réflexion. Il est professeur en travail social au campus de Val-d'Or, à l'École de travail social de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. En plus de son travail de professeur, il est aussi président de la Piole, un organisme qui offre des services d'accueil aux personnes les plus démunies dans une situation de rupture sociale. Autrement dit, il a une connaissance à la fois théorique et pratique de l'itinérance. Alors, dans un premier temps, je lui ai demandé de m'expliquer ce qui s'était passé dans sa localité. On va partir de là et essayer ensuite d'aller plus loin. L'itinérance, on pense que c'est un nouveau problème, mais c'est un problème qui, au travers des époques au Québec, apparaît, disparaît, en fait diminue d'ampleur, réaugmente d'ampleur, parce qu'il y a une consonance structurelle à l'itinérance. Donc, en 1983, il y a la fermeture de la mine Lamarque, qui est la mine d'où origine Val-d'Or, si on veut. Et là, ça va causer un premier problème structurel qui va faire de l'itinérance. Maintenant, cette première vague d'itinérance-là, là, on parle d'hommes qui ont certains problèmes individuels d'alcoolisme, par exemple. Là, on n'est pas dans la grosse toxicomanie, on n'est pas dans les gros problèmes de santé mentale encore. On est vraiment dans quelque chose de structurel, des gens qui perdent leur emploi, donc qui perdent leurs revenus, donc qui vont perdre leur logement. Mais on va réussir, tant bien que mal, au travers des années, à les replacer ailleurs, à leur trouver des emplois. Et c'est à ce moment-là que la Piole est née? C'est comme ça que la Piole est née. Et puis, il va vivoter au travers des années en essayant de trouver du financement, là, aller jusqu'à les années 90. Et on passe d'une période, au tournant des années 2000, à Val-d'Or, pendant qu'on vivait la première crise du logement à Montréal, les taux d'inoccupation et de vacances à Val-d'Or ont monté jusqu'à 12% au début des années 2000. Donc, les propriétaires louaient leur appartement en donnant 3 mois de location gratuite puis en meublant l'appartement. La population itinérante de Val-d'Or, à ce moment-là, c'est 3-4 individus par jour, multipoqués de la vie, qui ne resteront pas de longues périodes à la Piole de Val-d'Or, mais qui vont plutôt graviter quelques jours, peut-être une semaine ou deux. Mais à partir de 2005-2006, apparaît une crise du logement en Abitibi-Témiscamingue. Et là, donc, on arrive à une fréquentation de l'organisme de 900 personnes par année dans les différents services de la Piole. L'organisme, quand j'arrive, je commence à m'impliquer avec, c'est 85 000 $ de budget annuel. Puis aujourd'hui, on tourne auprès d'1 million de dollars de budget annuel. Puis on a 3 sites. Ça s'est beaucoup développé pour faire face à la problématique qui est galopante et grandissante. Mais ce qui se produit en ce moment au Québec, c'est le reflet de ce qui se passe à Val-d'Or depuis 2005. Le gros pic qu'on a eu, c'était en 2008, nous autres. Donc, c'est pas une situation qui est incongrue et inconnue. Les campings urbains, la population, la difficulté de cohabitation avec la population itinérante, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps à cause de la crise du logement. Là, c'est que la crise du logement touche l'ensemble du Québec. Donc, l'ensemble du Québec vit la problématique d'itinérance. Voyez-vous, on a ici des éléments précieux qu'il faut comprendre.
Stéphane nous parle des facteurs structurels de l'itinérance. Dans le cas de Val-d'Or, dans un premier temps, il y a eu la fermeture de la mine, comme il nous l'a dit. Ça a causé une première rupture sociale pour une partie de la population. Ensuite, il y a la pénurie de logements qui est apparue au milieu des années 2000, causée par un boom minier à l'époque. Alors, c'est un autre changement structurel. J'insiste là-dessus simplement pour qu'on comprenne bien que nonobstant les parcours de vie et les difficultés personnelles, les ruptures sociales sont aussi causées pour beaucoup par des éléments extérieurs aux individus. Il arrive des moments ou des événements qui se produisent ou même des personnes qui n'auraient jamais pensé se ramasser dans la rue se retrouvent sans domicile fixe. Bon là, comme on le sait, la crise du logement frappe partout au Québec et c'est sans doute le principal facteur structurel qui fait que des citoyens se retrouvent en situation d'itinérance. Mais maintenant, suivez-moi. On va se rendre plus au sud, à Gatineau, en Outaouais. C'est une ville bien différente de Val-d'Or et on l'oublie parfois, c'est un des grands centres urbains du Québec qui forme avec Ottawa, la ville voisine, une des grandes régions métropolitaines du pays où le phénomène de l'itinérance a pris beaucoup d'ampleur. France Bellil, qui a été mairesse de Gatineau de novembre 2021 au 22 février 2024, connaît très bien les enjeux municipaux de cette ville où, comme elle nous l'explique, la problématique est tout à fait comparable à celle d'une métropole comme Montréal. Bien, je vous dirais qu'il y a un campement, là, particulièrement au centre-ville, depuis 2015 à peu près. Et ça fait partie du paysage. Et ça a commencé avec quelques tentes, quelques abris de fortune. Et ça s'est vraiment, je dirais, exacerbé, empiré avec la pandémie. On a vu des gens qui étaient en détresse pour toutes sortes de raisons. On a aussi une ville qui connaît un taux d'inoccupation, donc des défis en logement qui sont extrêmement importants. Puis vous l'avez dit, c'est important de le comprendre dans le cas de Gatineau et je souhaiterais que le gouvernement du Québec le comprenne mieux. La ville de Gatineau, c'est la 4e ville en importance au Québec. Il y a 300 000 personnes qui habitent sur notre territoire, mais on fait partie des grandes agglomérations urbaines du pays. En fait, je pense qu'on est la 5e agglomération urbaine du pays avec 1,2, 1,3 millions d'habitants parce qu'on est collé sur Ottawa. Et donc, on vit des problèmes de grandes villes. Ce qu'on a vu dans le dernier dénombrement là, qui a été fait par le gouvernement du Québec sur la population itinérante, il y a eu une augmentation de 268 % à Gatineau. C'est ici que ça a augmenté le plus. Aujourd'hui, en proportion de la population gatinoise, la problématique qu'on vit est la même que celle de Montréal au prorata de sa population. Une augmentation de 268 %. Il faut prendre la pleine mesure d'une telle croissance parce que c'est immense. Et on le devine bien, les causes sont multiples. C'est une foule de parcours de vie, de situations différentes. L'itinérance a 1000 visages, comme je vous le disais d'entrée de jeu. Si bien qu'il est illusoire de penser qu'on pourrait imaginer une solution unique. Mais chose certaine, le premier pas qu'il faut faire si on veut commencer à comprendre le phénomène, c'est justement de déconstruire le stéréotype de l'itinérant. C'est vraiment un exercice de funambulisme très grand, ce dossier-là. Et on apprend à développer la recette, mais je pense qu'on est un peu condamné à l'agilité tout le temps. Autant parce que le profil des personnes peut changer, le visage de l'itinérance a changé au Québec. On est passé d'une image assez stéréotypée où c'était un vieux monsieur, pas de travail, robineux, qui était au coin de la rue. Ça a souvent été ça, l'image stéréotypée qu'on avait de la personne itinérante. Ben maintenant, on a des gens qui se sont pas trouvés de logement. On a des gens qui peut-être ont perdu leur emploi, se sont séparés, ont une pension alimentaire, se sont retrouvés à faire de l'itinérance invisible, à dormir chez un ami pendant 3, 4, 6 mois. À un moment donné, l'ami s'est écœuré puis la personne n'avait plus de place où aller. C'est ça aussi l'itinérance maintenant. Alors, il faut adapter notre réponse en fonction de la clientèle qui change. Stéphane Grenier fait exactement le même constat. Si on ne se défait pas de cette image stéréotypée de l'itinérance, sans prendre en compte les multitudes de vécus, on n'arrive pas à bien observer le phénomène. Il n'a d'ailleurs pas à chercher très loin pour nous convaincre, des personnes qui n'ont pas de domicile fixe, il y en a même dans ces salles de classe à l'université. On observe très mal le phénomène, effectivement. Comme je dis,
peut-être à l'exception de cette année, mais toutes mes entrées universitaires des 5 ou 6 dernières années, j'avais des étudiantes en classe itinérantes. Le monde dit, ben non, un étudiant, c'est pas itinérant. Oui, moi, j'ai une fille qui a dormi dans une roulotte dans un camping régional jusqu'au mois de novembre avancé, là, à tel point que j'y avais demandé de s'acheter un détecteur de monoxyde de carbone parce que j'avais peur qu'elle meure intoxiquée dans sa roulotte. Là. Mais c'est véritablement une situation d'itinérante. Là. Mais ça, c'est pas vu comme tel. Ou j'ai vu une autre étudiante une autre année coucher chez un chez l'autre dans tous les individus de sa cohorte à Rouen, puis changer de campus pour faire sa deuxième année à Val-d'Or. Puis là, quand elle a épuisé les ressources à Val-d'Or, ben, d'aller continuer à Mont-Laurier. Puis il y avait des raisons économiques et familiales qui faisaient en sorte que cette personne-là n'était pas capable de se loger nulle part. Le prix d'une chambre à Val-d'Or en ce moment, c'est 700 $ par mois. D'une chambre, pas d'un loyer. Fait que souvent, les gars ou les filles qui sortent de la Pure de Val-d'Or, ben, ils vont se louer ensemble un appartement pour se diviser les coûts. Mais ça fait 2 ou 3 personnes tout croche, tu sais, naufragés de la vie, qui restent ensemble dans un appartement. Super winner comme situation. Ce que nous racontent France Bellil et Stéphane Grenier pour nous faire comprendre les multiples visages de l'itinérance, ça met en relief une réalité qui est difficile à documenter, celle de l'itinérance invisible. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'une bonne partie de la population itinérante, on ne la voit tout simplement pas. En somme, l'itinérance, c'est aussi une réalité fuyante, qui a tendance à demeurer cachée. Alors vous comprenez que ça pose d'immenses difficultés pour mesurer l'ampleur du phénomène et proposer des solutions. C'est très difficile, puis elle est difficile à chiffrer. Mais si je reviens à la donnée là, dont je vous parlais tout à l'heure, que dans le dernier dénombrement, on parlait d'une augmentation de 268% à Gatineau. Ça, c'est ce qu'on a été capable de compter de gens qui étaient dans la rue à qui on a parlé. Ceux qui se retrouvent chez des amis en attendant un logement qui seront peut-être capables de se payer, ben on ne sait pas où ils sont. Et c'est très difficile. Donc, le problème est probablement plus grand que ce que les données statistiques nous ont démontré jusqu'à présent. Et dans une ville comme Gatineau, qui a un problème de logement important et où le loyer, le 4,5 le plus cher au Québec, c'est ici, ben on peut certainement présupposer que c'est plus que 268%. Une fois qu'on a compris ça, d'abord qu'il existe plusieurs types d'itinérance et ensuite qu'une bonne partie de la population itinérante échappe à nos recensements, si on veut se donner un cadre d'analyse et d'intervention, on peut arriver à regrouper les différents cas de figure en quelques catégories. Stéphane Grenier en voit au moins 3. L'itinérance ponctuelle, l'itinérance cyclique et l'itinérance chronique. Il y a différentes étapes dans l'itinérance. Donc, il y a l'itinérance ponctuelle. Donc, c'est ceux qui sont touchés pour une première fois dans l'itinérance qui se retrouvent à la rue. Donc, quand tu es dans ce profil-là, généralement, tu sors assez rapidement de la rue, par des amis, par des moyens. Le premier contact avec les intervenants, on va dire, mais tu n'as pas fait de demande d'aide sociale, on va chercher des recours d'urgence, puis là, tu vas sortir de la rue, puis tu ne reviendras probablement plus jamais dans la rue. Tu sais, le choc va être assez brutal pour ça. Ça, c'est les itinérants ponctuels. Après ça, on a les itinérants qui sont cycliques. C'est des gens qui ont souvent 2 problématiques. Par exemple, toxicomanie puis problème de santé mentale. Ces gens-là vont faire des passages dans la rue plus ou moins prolongés, ils vont se trouver un appartement et ils vont revenir dans la rue. Ça, c'est faute d'avoir des services d'accompagnement suffisants pour les accompagner à l'extérieur en logement. Puis après ça, on a la situation chronique. Ça, c'est des gens qui sont constamment dans la rue. C'est les plus durs. Puis ça coûte plus cher de s'occuper d'un petit groupe de 40 itinérants chroniques à Val-d'Or que de l'entièreté des autres itinérants. Tous les services sont gravités sur eux pour peu de succès. Parce que ce sont des gens du jour de la marmotte, c'est-à-dire des gens qui arrivent le matin, qui se réveillent tout croche de la journée qu'ils viennent de vivre avant, puis dès 7 heures, ben, ils commencent leur première consommation de bière. Ils vont se tenir feeling en marchant dans les rues toute la journée, en quêtant de l'argent, ou en faisant des activités prostitutionnelles pour pouvoir avoir un fonds de consommation, soit d'alcool ou de drogue. J'ai suffisamment juste à jeun pour pas tout à fait de sous pour venir manger dans les organismes, puis pouvoir bénéficier des services, puis le soir, ben, ils vont revenir dans l'organisme après avoir marché toute la journée. Donc, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont maganés sur le plan physique. D'ailleurs, avec une étudiante, on s'interroge en ce moment sur
l'état de santé de cette population-là qui, selon moi, se dégrade d'année en année. Mais il semble que dans la rue, il y a une politique du don't ask, don't tell. C'est-à-dire, demande-moi pas comment je vais, puis je te dirai pas comment je vais. Ce qui fait en sorte que quand une personne itinérante vient nous voir, les larmes aux yeux en disant j'ai mal, c'est presque une phase terminale. Le nombre de personnes, j'ai plus assez de mes doigts à Val-d'Or pour dire le nombre de personnes que j'ai entendu ce récit-là. C'est-à-dire, il avait mal, on est allé à l'hôpital, il est mort 3 jours après. Depuis quelques années, la problématique de l'itinérance a pris plus de place dans les débats publics. Et c'est normal, puisque comme on le voit, la population itinérante a beaucoup augmenté un peu partout au Québec. Au cours des derniers mois, ce sont des élus municipaux qui ont commencé à prendre la parole à ce sujet. À ce titre, on se souvient de France Bellil qui a fait une sortie pour le moins remarquée lors du sommet sur la fiscalité municipale en septembre 2023. Elle interpellait le gouvernement du Québec de manière assez ferme. Et il faut savoir que traditionnellement, la santé et les services sociaux et tout ce qui touche aux soins de la personne, ça a été considéré comme une compétence exclusive du gouvernement provincial, les villes s'occupant plutôt des infrastructures comme les rues, les aqueducs ou les parcs. Or, on assiste depuis peu à une remise en question de cette ligne de partage des pouvoirs qui témoigne peut-être d'une nouvelle dynamique politique qui permettra de mettre en place des solutions. Je pense que ça s'explique tout simplement par la proximité. On dit du municipal et des villes qu'elles sont un gouvernement de proximité. Et quand les humains sur notre territoire sont en détresse, ce sont à des gens et des humains qu'ils voient au quotidien et qu'ils peuvent venir voir dans les conseils municipaux à qui ils veulent parler de leurs problèmes. Et oui, c'est une différence, puis vous avez raison, durant très longtemps, on départageait de façon assez noire ou blanc, peut-être trop, les responsabilités entre les villes et le gouvernement du Québec. Et moi, j'ai le goût de dire que le fait d'avoir des villes, des maires, des mairesses, des conseillers municipaux qui sont sur le terrain, il faudrait que le gouvernement du Québec profite de nos yeux et de nos oreilles pour être capable aussi d'adapter ses politiques à la lumière de tout ce qu'on voit. Ce rapport de proximité, il va bien au-delà du lien entre les individus dans le besoin et les élus municipaux ou les organismes communautaires. C'est l'ensemble des citoyens d'une ville qui côtoient tous les jours les personnes en situation d'itinérance. Et certains, de bon droit, interpellent leurs représentants. Alors, ça peut donner lieu à des appels à la solidarité, mais aussi à des élans de colère et d'incompréhension. Autant de sentiments avec lesquels les pouvoirs de proximité doivent jongler pour veiller à la cohésion sociale. C'est ce qui est difficile des fois dans, la position d'équilibre, mais aussi les explications à fournir. J'ai reçu, là, je sais pas combien de messages de Gatinois, mais de gens de partout au Québec depuis que j'ai fait cette déclaration qui n'était pas prévue, mais qui a fait beaucoup de bruit en itinérance. Des dizaines et des dizaines, là, je les compte pas, de gens qui m'ont dit bravo de l'avoir dit, ça n'a pas de bon sens, bravo ce que vous faites, le leadership, l'ouverture, mettre la lumière sur ça. Les gens de Gatineau parlent eux aussi devant le campement et certains m'écrivent en disant que ça n'a pas de bon sens parce qu'ils ont le cœur brisé de voir qu'il y a des citoyens qui vivent dans des situations comme ça. À l'opposé, j'ai aussi des messages de gens qui disent « c'est des maudits tout croches de crottés puis ça a l'air d'un dépotoir, faites quelque chose puis sortez-les de là ». Alors, il y a une pédagogie qui vient puis il y a un équilibre à trouver puis la recette, je ne l'ai pas. J'ai pas la recette. Il n'y a pas de mode d'emploi pour traiter d'un dossier comme celui-là. C'est pas l'appel à la mairesse, c'est l'appel à être un être humain puis faire de son mieux pour un autre être humain de sa communauté, tout simplement. Et j'ai pas la prétention d'avoir la recette de gâteau parfaite. Et j'essaie le plus possible d'expliquer les décisions aux citoyens, d'expliquer la situation, de faire des appels aussi à la tolérance. En même temps, on a une responsabilité de s'occuper de ce campement et malgré toutes les difficultés humaines, moi, il y a quelque chose qui me préoccupe tout le temps et c'est la question de la sécurité. Ces personnes qui sont là dans des abris de fortune, qui chauffent du Purel dans une canne parce qu'il fait froid, ces personnes-là, elles sont en danger dans leur abri quand elles trouvent des moyens de se chauffer. Alors, ça commande aussi dans l'équilibre qu'on doit trouver de dire que parfois, il faut faire des interventions
qui viennent bousculer des organismes communautaires et peut-être des personnes itinérantes, mais au nom de la sécurité, on n'a pas le choix. C'est certain que ça marque les esprits et que ça divise la population, toutes ces discussions à propos des campements urbains. On se retrouve devant un dilemme moral qui n'est pas facile à résoudre. D'un côté, si on n'a pas les ressources nécessaires pour venir en aide aux itinérants, ça nous oblige à une forme de tolérance. On ne peut pas leur interdire de tenter de se débrouiller. Mais par ailleurs, ces campements comportent des risques majeurs bien réels pour la santé et la sécurité. Du point de vue de Stéphane Grenier, même si la tolérance s'impose, le danger que ça représente ne doit surtout pas être pris à la légère. Ben, c'est ça, parce que les jurisprudences au Canada sont claires. S'il n'y a pas de place suffisante pour envoyer les gens en refuge, on ne peut pas empêcher les campements urbains. Mais moi, les campements urbains, c'est dangereux. Tu sais, il n'y a pas de gicleur dans une tente, on se chauffe tout croche. Fait que, en 20 ans d'expérience, j'en ai vu des gens qui ont eu des problèmes d'intoxication au monoxyde de carbone, des brûlures, j'en ai vu beaucoup. Des gens qui se sont fait agresser puis tabasser dans leur campement de fortune, j'en ai vu, là. C'est dangereux de la vie dans la rue. Puis on va me dire, bon, ben laissez-les. Oui, mais laissez-les, mais avec tous les dangers que ça a, là. C'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise avec des campements. Heureusement, à Val-d'Or, je pense qu'on a suffisamment de place pour accueillir tout le monde. Donc, on peut avoir, comme toujours, la ville a une certaine tolérance l'été, là, mais quand on arrive dans les temps plutôt froids, il y a un démantèlement qui se fait des sites où les personnes itinérantes sont pour les relocaliser dans les ressources. Mais l'été, il y a quand même une tolérance, là, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller dans les ressources en itinérance. Je trouve ça trop contraignant avec raison, puis trop difficile. Du côté de Gatineau, avec la population itinérante qui a grandement augmenté depuis quelques années, on comprend que les ressources existantes sont sous pression. On peut bien construire de nouvelles structures d'accueil, mais toute la question du partage des pouvoirs politiques entre le provincial et le municipal pose quelques problèmes. Et de toute façon, mettre tout ça en place, ça prend du temps, alors qu'il y a urgence. En attendant, on fait quoi? Alors écoutez bien l'histoire que nous raconte France Bellil. Elle est assez étonnante. Le conseil municipal de Gatineau, je pense, a pris une décision très courageuse en votant, en débloquant 5 millions de dollars pour être capable de construire un centre de services qui pourra accueillir les personnes qui sont dans la rue. Tout ça est en train de se confirmer. Mais le conseil municipal de Gatineau a dit on va mettre 5 millions pour un projet comme ça. Encore aujourd'hui, le gouvernement du Québec va dire « Hey, super bonne idée, Gatineau, l'infrastructure, c'est votre responsabilité. » Je ne partage pas cet avis. Mes collègues du Québec ne partagent pas cet avis. Ma réponse au gouvernement du Québec, c'est comme si vous demandez aux villes de construire des CLSC puis des hôpitaux. Vous ne demanderiez jamais qu'on construise de l'infrastructure sociale comme ça. Mais bon, ça fait partie des rôles et responsabilités à clarifier. On a choisi ici, à Gatineau, de ne pas se lancer la balle parce qu'on trouvait que la situation était trop urgente puis importante. Alors ça, c'est une solution. Mais cette solution-là, elle ne verra pas le jour avant l'été 2025. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On a... en fait, il n'y a pas juste le Québec qui a entendu la mairesse, il y a aussi des entrepreneurs privés dans notre ville qui semblent avoir entendu le message. Et on a des entrepreneurs du domaine de la construction qui sont venus nous voir, un monsieur Poulain, qui a proposé une solution qui nous bouscule de développer un parc de tentes chauffé à l'électricité, donc sécuritaire, un campement organisé avec un code de vie pour que les gens passent l'hiver dans un lieu au moins plus confortable, mais surtout en sécurité. Vous comprenez qu'au début, c'est pas une solution. C'est une solution qu'on n'a pas vue ailleurs au Québec. Et quand on revient à la question dont je vous parlais tantôt, un petit peu de la position d'équilibre, il y a quelque chose là qui est confrontant de se dire, vas-tu créer une espèce de village organisé auquel je vais ajouter de l'infrastructure? Il y a quelque chose qui est contre-intuitif là-dedans. En même temps, au nom de la sécurité, est-ce que je ne dois pas le considérer? Et on a choisi de le considérer et de travailler avec cet entrepreneur. Et donc, il y a le 18 décembre, je pense, des tentes qui ont été installées. Il y en a une quarantaine maintenant. Il y a près de 50 personnes qui vivent dans ce campement qui ont accepté de se plier à un code de vie
Il y a une personne qui est là puis qui a rencontré chacune des personnes et qui a fait un plan d'intervention. C'est quoi ton histoire? As-tu une carte d'assurance maladie? Est-ce que tu as des revenus? Ah non, il y avait presque 20 personnes qui n'étaient pas inscrites à l'aide sociale. Il y avait presque 20 personnes qui n'avaient pas de carte d'assurance maladie. Et il y a une personne en détresse dans une tente qu'on a réussi à sauver parce qu'elle était dans un campement organisé. C'est le genre de décision politique qui fait peur parce que tout le monde dit « Ouais, mais là, ça va-tu marcher? » Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les dernières semaines, il y a eu des choses positives qui se sont passées là. Et que si la recette du passé fonctionnait, on n'en serait pas à avoir des campements dans nos villes. Alors, qu'est-ce que ça coûte d'essayer quelque chose de différent? C'est une idée qui sort un peu du cadre auquel on est habitué, mais ce projet de campement organisé nous permet de saisir un aspect fondamental du travail social auprès des personnes itinérantes. L'importance d'établir rapidement un contact de qualité avec ceux et celles qui se retrouvent dans la rue. Comme nous l'apprend Stéphane Grenier, en intervenant tôt avec des ressources adéquates, on favorise grandement les chances de réinsertion. Généralement, les 3 premiers jours d'une personne dans un organisme en itinérance, c'est presque une léthargie. Si la personne est complètement désorientée, elle ne sait pas ce qui lui arrive, là. C'est la perte du chez-soi, c'est la rupture la plus brutale. Et puis là, les intervenants vont tenter d'approcher la personne pour l'aider à quitter la rue le plus rapidement possible. En dedans de 72 heures, il n'y a pas trop de séquelles pour une personne. Tu sais, tu passes au feu, puis tu te retrouves sans domicile fixe parce que tu n'as plus de maison. Mais bon, si grâce aux assurances, puis tout ça, ben, tu arrives à trouver un appartement ou du moins quelqu'un pour t'héberger momentanément, tu replaces les affaires. En dedans de 72 heures, tu n'as pas trop de conséquences psychologiques. Mais quand tu dépasses les 72 heures, il y a un autre processus qui s'enclenche. Dans la littérature américaine, on l'appelle le processus de shelterization. Ça, c'est un processus où tu vas commencer à t'accommoder des ressources en itinérance et donc à transformer ta manière d'être et de voir les choses pour cadrer dans les services en itinérance. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'horaire, tu es libre complètement quand tu vis dans la rue. Non, il y a 2 fois plus d'horaires qui te sont imposés. Là. Les gens à la Piolle soupent à 4h30, là, puis ils dînent à 11h30. Là, puis s'ils manquent, ben ils manquent. Là. Fait que là, il faut qu'ils fassent la ligne, qu'ils viennent chercher leur repas. À 10h, il faut qu'ils viennent se coucher. À 7h, il faut qu'ils quittent. Il y a telle ressource qui est ouverte à telle heure, mais pas à telle heure. Donc, le processus s'enclenche et plus la personne passe de temps dans la rue, plus c'est difficile de la sortir de la rue après. À force d'échanger avec France Bellil et Stéphane Grenier, j'en suis venu à me demander si malgré tout ce qu'on peut déployer comme solution pour résoudre la crise actuelle, on ne doit pas aussi accepter qu'il y aura toujours une partie de la population qui sera sujette à vivre en marge. Autrement dit, nous pourrions miser sur une forme d'acceptation de cette marginalité que nous aurions le devoir de considérer lorsque nous réfléchissons aux politiques publiques. Votre question est excellente. La réponse, elle n'est pas simple. Je pense qu'il faut l'accepter, clairement. Je veux dire, c'est là, c'est dans nos villes. On doit composer avec ça. Mais on ne doit pas ne pas agir. C'est-à-dire qu'on doit accepter cette réalité, mais on a la responsabilité de faire quelque chose. Je reviens à l'exemple du campement. Les 20 personnes qui n'avaient pas de carte d'assurance maladie, quel sera le suivi? Est-ce que parmi ces 20 personnes qui n'avaient pas de carte d'assurance maladie, comment on va faire pour les prendre puis dire il y a 5 personnes sur ces 20 personnes qui ont besoin d'un soutien en santé mentale? Alors, il faut accepter que c'est là, mais il faut aussi trouver des façons de diminuer ces campements dans nos villes en réintégrant ces personnes dans la société. Et il n'y a pas une réponse. Pour une personne, c'est un logement. Pour une personne, c'est un toit, ce qui est tout à fait différent. Parce qu'on ne part pas d'une tente pour se retrouver seul dans un 4,5. Ça, c'est pas des conditions de succès. Il y a des personnes pour qui c'est du soutien communautaire, un soutien économique, un soutien en santé mentale, une reprise de connexion avec la famille. Les besoins sont différents. Alors, accepter que c'est sur notre territoire, oui, mais la responsabilité de diminuer le nombre de personnes dans la rue, ça appartient, à mon avis, à toute la société. Et ça appartient à des leaders d'essayer de peut-être des fois faire rentrer des carrés dans des ronds, parce que c'est une situation qui est assez difficile, mais qui demande beaucoup de créativité parce que ces personnes, elles peuvent contribuer.
Et quand on parle avec une personne qui est dans la rue, il y a toutes sortes d'histoires qui arrivent là, mais il y a des gens comme vous puis moi qui ont vécu 2-3 bad luck, puis qui n'avaient peut-être pas les mêmes chances que nous. Ils se retrouvent à la rue, puis ils ont peut-être besoin une fois dans leur vie d'avoir un bon coup de pouce de quelqu'un qui va les aimer, qui va dire « je vais t'aider, puis je vais te sortir de là ». Et c'est là, je pense, où on doit aller. Stéphane Grenier a une belle manière de présenter les choses. Il utilise la métaphore d'une route où il y aura toujours des accidents, mais sur laquelle on peut construire des garde-fous ou des accotements plus larges là où il y a des passages dangereux. Oui, ben c'est ça. C'est un peu comme sur un chemin, tu as le chemin puis tu as l'accotement. OK? Fait que quand tu as des courbes dangereuses, ben on élargit l'accotement puis souvent on met une rambade. C'est un peu ça le même principe, je pense qu'il faut faire en itinérance. Là, en ce moment, les facteurs structurels, donc la pénurie de logements au Québec puis leur inabordabilité, font en sorte qu'on a mis l'abordement, le bord de la route bien petit. Fait que c'est facile, aussitôt que tu sors un peu de la route, tu pognes le clos. Hein? Ben, l'idée, ça serait d'élargir ça, se donner un peu d'espace sur le bord des routes pour que, oui, des gens prennent des mauvaises décisions, oui, des gens aient des bad luck à répétition, mais ils restent quand même sur l'accotement. Donc, on peut les rapporter rapidement dans la route. T'sais. Puis, être sur l'accotement, c'est pas trop douloureux. Okay? C'est gênant, mais c'est pas douloureux. Mais se retrouver dans le fossé, ça fait mal. Il y a toujours des gens qui vont débouler dans le fossé. On ira les chercher. Mais là, il y en a trop qui tombent en ce moment. Puis il y en a trop partout. Puis les services qu'on met en place, les centres de jour, les refuges temporaires, ça ne les aide pas vraiment à sortir de la rue. C'est comme une couveuse, pour reprendre des thèmes de Dahlia Neyman à l'Université d'Ottawa. C'est une couveuse. On les nourrit, on les habille correctement, on leur permet de se laver, on les garde au chaud la nuit. Mais c'est tout ce qu'on fait. On ne les aide pas vraiment à sortir de la rue. On a besoin de programmes qui les aident à sortir de la rue. On a besoin d'être capable de leur donner une place où vivre. Mais ça, on ne l'a plus. On le comprend, il faut aller beaucoup plus loin que la simple assistance aux personnes itinérantes. C'est tout un système de réinsertion sociale qu'il faut penser. Et pour France Bellil, c'est un tissu d'organismes. On pourrait parler d'un filet ou d'un réseau assez résistant et résilient pour pouvoir absorber les chocs lorsqu'ils se présentent. Or, on a parfois le sentiment que le réseau des services publics en matière de santé et de services sociaux est un peu fragile. Travailler à le solidifier devrait être une priorité. Les solutions doivent être variées et elles passent aussi beaucoup par un tissu d'organismes communautaires en santé. Là, je veux dire en santé financière, mais en nombre aussi dans les organismes. Et ça passe aussi beaucoup, M. Jourdouin, par un réseau de la santé et des services sociaux en santé. Et ça, c'est préoccupant et c'est inquiétant parce qu'on le sait qu'on a d'immenses défis dans notre réseau de la santé et des services sociaux. Même si sur le terrain, on identifie les problématiques, si le réseau n'a pas la capacité d'accueillir ces personnes pour les aider, on les condamne à la rue. Et c'est pour ça que le travail puis la réflexion sur les rôles et responsabilités, ça peut avoir l'air super académique ou administratif, mais c'est pas banal du tout. Le continuum de services, là, l'intervention de tous est super importante, mais la force des intervenants peut faire ou non toute la différence. Puis moi, je m'inquiète de voir notre réseau de la santé et de services sociaux aussi fragile, parce que comme ce réseau est fragile, il accueille difficilement les plus fragiles de notre société. Et on peut faire des pieds et des mains, mais ultimement, ces personnes ont besoin de soins. À ces inquiétudes de France Bellil à propos de la fragilité du système de santé, il faut certainement ajouter celle qui touche à l'autre aspect structurel dont nous parlait d'entrée de jeu Stéphane Grenier, la pénurie de logements. Et ça, c'est fondamental, car avoir un chez-soi, ce n'est pas simplement posséder de la brique et du mortier, si je peux le dire comme ça. Le chez-soi, c'est le lieu à partir duquel on tisse des liens sociaux et ainsi toute une société. Le logement, c'est le lieu où tout part. Et le logement où on peut faire des révolutions écologiques, des révolutions en termes de densification de la population, de changement du transport collectif, etc., etc.
Et le gouvernement pourrait prendre le leadership de ça, puis un leadership solide. Mais il faut avoir le courage, les ambitions de le faire. C'est des phénomènes qu'on voyait venir, qu'on voyait s'accentuer, mais qu'on agit, mais qui est comme trop tard pour agir. Tu sais, moi, je pense encore cet été, la crise va encore s'accentuer au point de voir des familles dans la rue, un peu partout au Québec. Pourquoi? Ben parce que la construction résidentielle est insuffisante pour pallier le manque de logements. On ne fait même pas ce qu'on aurait besoin de construire. On en fait moins. Donc, en faisant moins, on accentue la pression, plus les taux d'intérêt qui sont monumentaux, donc qui empêchent les ménages d'accéder à la propriété. Donc, on est dans un état de crise grave. Pourtant, si on retourne dans les époques, en 1945, le retour des gens de l'armée au Québec, on a vu le développement de bidonvilles, on a rapidement investi dans le logement social au Canada. Puis la même chose dans les années 80, on a investi massivement dans des programmes de logement social puis de construction. Mais après ça, en 1993, on a abandonné au fédéral des programmes de logements sociaux. Au Québec, on s'est réapproprié Accès Logis. Fait que pendant un bon bout de temps, le Québec est resté une province où il faisait bon vivre, où les logements n'étaient pas trop dispendieux. Mais là, on a complètement abandonné ça. De 2009 à 2019, on n'actualisait pas les prix de coûts de construction dans le programme Accès Logis. Et donc, c'est un état de crise qui se perpétue. Puis on va avoir du monde dans la rue tant aussi longtemps qu'on n'aura pas des endroits pour loger le monde. Je vous l'avais dit en commençant cet épisode, se pencher sur la question de l'itinérance qui prend de l'ampleur au Québec, disons que c'est pas le meilleur moyen de se mettre de bonne humeur. Pour plusieurs d'entre nous, nous en sommes encore à la prise de conscience, et on se rend compte que ce phénomène se situe au carrefour de plusieurs problématiques complexes qui touchent au logement, à la santé, aux services sociaux et à des parcours de vie très difficiles. On le voit bien, à cette question que je me pose toujours, comment ça va chez vous? Il y a trop de personnes qui vont répondre « ça va pas bien parce que j'en ai pas de chez nous ». Et il y en a de plus en plus, dont un grand nombre qu'on ne voit pas. S'en apercevoir, c'est peut-être le début de quelque chose. Pour conclure, permettez-moi de laisser le mot de la fin à Stéphane Grenier. En terminant notre conversation, je lui ai demandé s'il avait un souhait qu'il aimerait formuler. Je vous laisse avec lui, écoutez-le bien. Et vous et moi, on se retrouve bientôt. Ben, tu sais, c'est sûr, j'aimerais qu'à un moment donné, les gens réalisent que c'est pas juste un clochard dans la rue, une personne itinérante. Si vous voyez juste ça, le gars qui pue et qui quête de l'argent, vous êtes bien naïf. La plupart des personnes itinérantes sont habillées comme monsieur, madame, tout le monde, puis évitent de se faire remarquer comme une personne itinérante. Puis ça, c'est eux autres qui font... Ça me fait le plus de peine de m'occuper de ces gens-là. Parce qu'ils font tout pour éviter le statut d'itinérant. Mais c'est eux autres les plus nombreux. Puis ils sont tout autour de nous autres. Il y a juste les yeux habitués qui les voient, mais mon Dieu que ça fait de la peine. Comment ça va chez vous? C'est une production des Coops de l'information en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec. Si ces sujets de discussion et de réflexion vous intéressent, rendez-vous sur les sites de nos médias. Vous trouverez des compléments d'information, des liens vers des articles et d'autres références. Vous n'avez qu'à entrer l'adresse nousautres.ca dans votre navigateur pour nous trouver. Je vous invite aussi à vous abonner aux infolettres des 6 médias des Coops de l'information, Le Soleil à Québec, Le Droit à Gatineau, La Tribune à Sherbrooke, La Voix de l'Est à Granby, Le Quotidien à Saguenay et Le Nouvelliste à Trois-Rivières. C'est gratuit et vous allez recevoir à tous les jours des bouquets de nouvelles locales qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au Québec. Je m'appelle Simon Jaudoin et je vous dis portez-vous bien, à bientôt.